Qu'est-ce que l'électricité? Non pas comment elle fonctionne, mais quelle est cette force mystérieuse qui circule dans les fils, anime les villes, fait battre notre cœur et soutient même les pensées dans notre tête? Nous avons tendance à penser que tout est simple. L'électricité, c'est un flux d'électrons. Mais attendez, cela semble trop simple et trop commode. La vérité est que même en 2025, l'humanité ne peut pas s'expliquer clairement ce qu'est réellement l'électricité. Malgré tous nos iPhones, nos ordinateurs quantiques et nos bateaux à propulsion électrique, le fondement même de toute la civilisation moderne reste enveloppé dans le brouillard de l'incompréhension. Les scientifiques sont capables de décrire comment l'électricité se manifeste, comment elle interagit, quelles équations la décrivent. Mais qu'est-ce que c'est au fond? C'est là que commencent les paradoxes. Vous serez choqués, mais de nombreux physiciens évitent aujourd'hui d'en parler ouvertement. Ils semblent contourner les angles aigus, éludant la réponse, comme s'ils avaient peur de reconnaître l'évidence. Quelque chose ne va pas avec l'électricité. Ce que nous considérions comme une axiome n'est peut-être qu'une hypothèse soigneusement déguisée. Derrière les belles formules se cache un énorme trou dans notre compréhension. L'électricité n'est-elle donc pas du tout ce que nous pensions? Et si tout cela n'était qu'une illusion d'optique de la matière, engendrée par les profondeurs inconnues du vide? À première vue, il semble que nous comprenions parfaitement ce qu'est le courant électrique. Il circule dans les fils comme l'eau dans les tuyaux, recharge les téléphones, allume les ampoules, électrocute en cas de contact imprudent. Mais qu'y a-t-il de si évident dans ce phénomène? Sous le capot, c'est le surréalisme total, car aussi paradoxal que cela puisse paraître, personne n'a jamais vu l'électricité. Nous n'observons que ses traces, ses conséquences et ses effets, mais elles nous échappent. Réfléchissons logiquement. Le courant électrique, c'est le mouvement des électrons, n'est-ce pas? Mais voici ce qui est étrange. Nous ne voyons pas les électrons eux-mêmes. Nous supposons seulement qu'ils se déplacent. De plus, le courant peut être enregistré même lorsque les électrons eux-mêmes ne bougent presque pas. Par exemple, dans le courant alternatif, ils oscillent simplement d'avant en arrière. Il n'y a pas de courant, pas de flux au sens habituel du terme. Et pourtant, l'énergie est transmise. Il s'avère que nous n'avons pas affaire à un objet physique, mais à une onde de mouvement, quelque chose qui s'apparente à la résonance d'une corde tendue. Les scientifiques sont obligés de reconnaître que ce que nous appelons l'électricité est une sorte de fantôme que l'on ne peut ni toucher, ni isoler, ni même décrire complètement. Nous avons affaire à un modèle et non à une essence. Nous ne savons pas ce qui circule dans les fils. Nous constatons simplement ce que cela provoque. De la même manière, les peuples anciens observèrent la foudre et pensaient qu'il s'agissait de la colère des dieux, car ils ne savaient pas ce qui se cachait derrière ce phénomène. En physique moderne, la situation est devenue encore plus confuse. Prenons l'électrodynamique quantique, la théorie la plus précise jamais créée. Elle décrit les interactions électriques avec une précision étonnante, mais elle le fait à travers des champs abstraits, des opérateurs et des quantas d'interaction. Autrement dit, au lieu de répondre à la question «Qu'est-ce que l'électricité?», elle dit «Peu importe, l'essentiel est son comportement». Même dans les expériences avec des électrons isolés, où chaque impulsion peut être suivie, les scientifiques ne voient pas le courant lui-même. Ils voient les réactions de l'environnement. C'est comme si nous étudions le vent en observant le mouvement de l'herbe. Mais le vent lui-même, où est-il? Qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi certains physiciens commencent à se poser la question suivante. Et si l'électricité n'était pas une substance, mais une sorte de perturbation dans le tissu de l'espace? Pas une rivière, mais l'ombre de quelque chose de beaucoup plus profond? On soupçonne que nous ne voyons pas l'électricité directement pour la simple raison qu'elle n'existe peut-être pas du tout au sens habituel du terme. On sait que l'électron a une charge négative et le proton une charge positive. On nous explique cela comme une propriété fondamentale, presque innée, des particules. Mais si l'on y réfléchit bien, cela devient évident. Le mot charge n'est qu'une étiquette pratique qui cache une ignorance totale. Qu'est-ce qu'une charge électrique en réalité? Pourquoi l'électron est-il négatif? Pourquoi le proton est-il positif? Qui en a décidé ainsi? Quelqu'un l'a-t-il mesuré au goût, par exemple? La réponse, hélas, est décevante. Personne. La charge est une étiquette abstraite inventée pour simplifier l'équation.
C'est comme désigner l'amour par le chiffre 7, par exemple. C'est pratique pour les calculs, mais cela n'explique rien. En fait, nous disons que les charges identiques se repoussent. Mais pourquoi? Pourquoi la nature a-t-elle choisi cette logique? Et surtout, quelle est cette force qui agit à distance, sans raison apparente? Nous pouvons prédire avec précision ce qui va se passer, mais comprendre pourquoi cela se produit reste, hélas, hors de portée de la science. De plus, la charge ne peut être observée ou mesurée directement. Il n'existe pas de charge maître, si l'on peut dire. Nous déterminons la présence d'une charge par son interaction avec le champ. Autrement dit, nous ne savons pas ce que nous mesurons, nous enregistrons simplement la réponse à un stimulus. C'est comme juger un animal invisible à partir des traces laissées dans l'herbe, alors qu'il n'y a peut-être pas d'animal du tout. En physique moderne, certaines théories considèrent que la charge n'est pas une propriété physique des particules, mais le résultat de leur interaction avec le champ. Par exemple, dans la théorie des symétries de calibrage, la charge résulte de la symétrie des équations et n'est pas une chose réelle. En d'autres termes, la charge est une notion mathématique et non matérielle. Même dans le modèle standard de la physique, la charge est attribuée manuellement aux particules, simplement pour que les calculs concordent. C'est comme si nous attribuions aux héros d'un jeu vidéo des super-pouvoirs sans expliquer d'où ils viennent. C'est absurde, en effet. Mais nous continuons à croire en la charge, car tout fonctionne. Et donc, peu importe ce qu'elle est réellement. C'est une illusion très pratique. Certains théoriciens contemporains, par exemple, dans le cadre d'hypothèses sur les défauts topologiques du vide, supposent que la charge est un défaut géométrique dans la structure de l'espace, comme une bosse sur un trampoline tendu. Mais ce ne sont encore que des hypothèses. En réalité, personne ne sait ce qu'est cette chose. Nous l'utilisons simplement, par exemple, comme un smartphone, sans avoir la moindre idée de son fonctionnement. Voici une véritable énigme intellectuelle. Le courant électrique et les électrons se déplacent à des vitesses totalement différentes. Quel paradoxe! Vous allumez la lumière et l'ampoule s'allume presque instantanément, mais les électrons qui ont provoqué cela ont à peine bougé. On dirait que quelqu'un se moque de nous. Et c'est le cas. Le fait est que la vitesse de propagation du signal électrique n'est pas du tout la même que la vitesse physique des électrons eux-mêmes. Ces deux choses sont aussi éloignées l'une de l'autre que le ciel et la terre. Le signal électrique, c'est-à-dire ce qui arrive à l'ampoule, se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière, tandis que les électrons dans le fil avancent à une vitesse de quelques millimètres par seconde. C'est la vitesse d'un escargot paresseux, pas celle d'un flux d'énergie. Alors qu'est-ce qui circule dans les fils? En pratique, rien ne circule au sens habituel du terme. Il se produit une réaction en chaîne. Chaque nouvelle oscillation ou impulsion d'un électron est transmise au suivant, comme si vous poussiez des billes sur une table. Les premières mains restent en place, mais la dernière de la file bondit en avant. L'énergie est transmise, mais les particules elles-mêmes ne bougent presque pas. C'est comme lorsque vous appuyez sur le bouton de l'ascenseur et que la cabine se met en mouvement, alors que le fil par lequel passe le courant n'a presque pas bougé au sens matériel du terme. Vous obtenez un effet, mais pas le mouvement tel que l'imagine un esprit habitué aux images d'eau dans des tuyaux. Tout devient encore plus étrange si l'on considère que le fil ne contient pas d'électrons libres, comme on le représente souvent, mais qu'il se trouve dans un état quantique, non pas comme des billes roulant dans un tuyau, mais comme des ondes de probabilité étendues sur tout le métal. Et lorsque le courant circule, ce ne sont pas des particules qui courent sur la route, mais tout le système qui se réorganise de manière ondulatoire. Nous n'avons pas affaire à un mouvement, mais à un changement d'état. Mais tous les manuels scolaires disent que le courant est un flux d'électrons, et personne ne conteste cela. Pourquoi? Parce que le modèle fonctionne comme une vieille voiture qui tombe déjà en ruine, mais que nous continuons à utiliser par habitude. Les scientifiques le savent, mais ils se taisent. Pourquoi? Parce que le reconnaître officiellement signifierait admettre que le mécanisme fondamental de l'électricité est quelque chose de bien plus profond et étrange que nous ne l'imaginions. Cela signifierait admettre que nous ne comprenons même pas ce qui semble évident. Le champ électrique n'est ni une substance ni un objet, ni même une force au sens habituel du terme. C'est un concept abstrait qui, dans la pratique, ne peut être ni isolé, ni mesuré directement. Que ne pouvons-nous pas saisir exactement? Commençons par les rêves.
Le champ électrique est un champ vectoriel qui existe autour d'une charge. Il agit prétendument sur une autre charge, provoquant une force. Mais le fait même de son existence n'est pas une mesure, mais une conclusion. Nous ne voyons pas le champ, nous voyons ses conséquences. L'aiguille de l'appareil a bougé, la poussière a été attirée, la bille a rebondi. Autrement dit, nous ne voyons jamais le champ électrique lui-même, seulement ce qu'il semble faire. Maintenant, imaginons que vous ayez une charge isolée dans le vide absolu. Pas de deuxième charge, pas de capteur. Y a-t-il un champ? Et si oui, comment prouver qu'il est réel? Réponse, impossible. Sans deuxième participant, le champ n'est qu'une hypothèse philosophique. Et si nous essayons de le mesurer, disons que nous plaçons la charge dans un électromètre, l'appareil indique une déviation, nous disons « voilà le champ ». Mais il s'agit d'une interaction et non de l'objet lui-même. Pour détecter quelque chose, nous avons toujours besoin d'une autre charge. Cela signifie qu'il est impossible de mesurer un champ électrique en soi. Il est toujours associé à quelque chose, toujours en réponse à quelque chose. Il n'existe pas séparément. Voici maintenant le principal paradoxe. Il est impossible d'isoler un champ électrique des autres interactions. Même dans le vide, là où il n'y a pas de matière, les fluctuations font rage dans la théorie quantique et le champ est confondu avec les effets de fond. En électrodynamique quantique, le champ électrique est irréel. C'est un concept auxiliaire. Autrement dit, il existe dans les équations comme partie intégrante des calculs. Seule la probabilité d'interaction des particules est considérée comme réelle. En fait, le champ électrique n'est pas un champ, mais un algorithme. Une description de la façon dont le système réagira si on y introduit une charge. Pas de charge, pas de réaction, pas de champ. Certains théoriciens supposent que le champ lui-même n'est pas une réalité physique, mais une projection holographique d'autres processus. Autrement dit, tout ce que nous observons comme de l'électricité est un effet secondaire, l'ombre de quelque chose qui se passe à un autre niveau, plus fondamental, comme si nous jugions le fonctionnement d'un mécanisme d'après les vibrations du sol et non d'après le mécanisme lui-même. Le vide quantique n'est pas un espace vide, c'est un chaudron bouillonnant d'énergie dans lequel des particules virtuelles apparaissent et disparaissent constamment. Ce n'est pas le néant, c'est le fondement de tout, y compris de l'électricité. Oui, cette même électricité qui semble provenir du mouvement des charges pourrait en réalité être plus profondément enracinée dans la nature même de l'espace, dans sa base quantique. Les théories les plus récentes, de l'électrodynamique quantique aux hypothèses sur le champ de fluctuation, convergent toutes vers une même conclusion. Les phénomènes électromagnétiques ne peuvent s'expliquer sans la participation du vide. Même si vous retirez toutes les particules d'une zone de l'espace, même s'il n'y a plus un seul électron, pas un seul atome, le champ électromagnétique continuera d'exister dans le vide. Il peut exister par lui-même, car il ne provient pas de la matière, mais du fond quantique lui-même. Les physiciens ont remarqué depuis longtemps que les champs électriques peuvent être provoqués non seulement par des charges, mais aussi par des violations de symétrie dans le vide. De plus, dans le cadre de l'effet Casimir, il a été confirmé expérimentalement que le vide peut provoquer des forces réelles, attirant des plaques métalliques les unes vers les autres. Et cela se produit sans aucune charge, simplement parce que le vide n'est pas vide. Dans la théorie du vide avec polarisation, on considère que les charges sont comme des nœuds ou des défauts dans le tissu du vide, autour desquels le champ commence à tourbillonner. Ce n'est pas la particule qui crée le champ, mais le champ qui détermine les propriétés de la particule. La charge n'est pas la cause du champ, mais la conséquence de la structure quantique de l'espace. En fait, cela signifie que l'électricité peut être un sous-produit des fluctuations de l'existence même. Elle ne provient pas de piles ni de fils, mais de la danse des fluctuations quantiques. Certains théoriciens travaillant sur l'idée de l'ingénierie du vide supposent même qu'à l'avenir, l'humanité pourra puiser de l'énergie directement dans le vide, sans brûler de combustible ni faire tourner de turbines. En fait, à partir de la structure même de la réalité. De la science-fiction, direz-vous? Non, répondrai-je, car l'énergie du vide est 10 fois supérieure à la densité d'énergie dans l'univers. C'est comme si nous étions assis sur un océan d'énergie et que nous n'avions pas de seau. Mais pour l'instant, la plupart des gens préfèrent faire comme si l'électricité n'était que le mouvement des électrons. C'est pratique, sûr, familier. Mais la vérité finit toujours par se faire jour.
Lorsque la théorie quantique est apparue, elle a littéralement mis fin à tout ce que la physique classique considérait comme immuable. L'électricité, qui semblait avoir été étudiée sous toutes ses coutures, s'est soudainement révélée être l'ombre de processus bien plus étranges. La physique classique considérait l'électricité de manière simple. Il y a une charge, elle crée un champ. Le champ agit sur une autre charge. Et c'est tout. Tout est simple, logique et beau, en quelque sorte. Mais la mécanique quantique est arrivée et a déclaré « charge ». Quelle charge? Ce n'est pas une boule, c'est un nuage probabiliste. Et le champ n'est pas continu, il est quantifié. Le premier choc a été l'idée que le champ électromagnétique n'est pas simplement un milieu lisse, mais un ensemble de quanta. C'est ainsi qu'est apparu le photon, quantum de lumière et vecteur de l'interaction électromagnétique. Cela signifie que tout ce que nous savions sur le champ électrique lisse s'est transformé en fluctuation, en échange de particules et en probabilité. La charge ne crée plus directement le champ. Elle participe à un échange quantique constant avec le vide dans un jeu pulsatoire continu où il est impossible de dire exactement où elle se trouve et ce qu'elle fait. Le champ a disparu en tant qu'objet, il est resté en tant que probabilité. Premier paradoxe. Le champ électrique n'existe plus en tant qu'objet concret. Il est devenu une superposition de photons virtuels et leur échange n'est pas un mouvement, mais des interactions abstraites décrites par les équations de l'électrodynamique quantique. Deuxième paradoxe. La charge peut disparaître temporairement dans les boucles des particules virtuelles. C'est ce qu'on appelle le blindage ou la renormalisation. Autrement dit, la charge réelle de l'électron n'est pas une constante, mais le résultat d'ajustements infinis, car des particules virtuelles tourbillonnent constamment autour de lui, masquant sa véritable puissance. Troisième paradoxe. Dans la théorie quantique, un même électron peut se trouver dans une superposition d'états. Et tant que nous ne l'avons pas mesuré, il ne décide pas où il se trouve. Comment crée-t-il alors un champ? À quel endroit? Comment se propage-t-il? Voici la réponse des physiciens. Nous ne savons pas, nous supposons simplement. Et qu'en est-il des formules classiques? Ce ne sont que des modèles approximatifs pour les processus macroscopiques. Mais à un niveau plus profond, au niveau d'un seul électron, tout fonctionne différemment. Cela signifie que tout ce que nous considérons comme compréhensible en électricité n'est qu'un modèle détaché de la réalité du monde. La véritable électricité est un mystère quantique non local, où l'énergie est transmise par la probabilité et l'interaction avec le vide, entre guillemets. Et si tout ce que nous appelons électricité n'était pas du tout une force, mais une illusion d'optique de l'univers? Et si c'était une illusion qui apparaissait lorsque la symétrie de l'espace se relâchait légèrement, pour ainsi dire? Dans la théorie quantique des champs, les asymétries jouent un rôle clé. Elles sont comme des poutres architecturales, invisibles, mais qui soutiennent toute la structure de la réalité. Ce sont précisément les symétries qui déterminent quelles particules peuvent exister, comment elles interagissent, et même comment les champs naissent. Mais parfois, la symétrie est rompue, et c'est là que tout devient intéressant. Selon la théorie des champs de calibration, le champ électromagnétique ne provient pas des charges, mais de ce que nous appelons la symétrie locale. L'interaction électrique n'est pas primaire. Elle apparaît comme un élément inévitable, accompagnant la géométrie même du champ. En d'autres termes, l'électricité est comme une ondulation à la surface de l'eau, provoquée par la perturbation d'une surface lisse. L'ondulation n'existe pas en soi. Elle existe parce que la tranquillité est perturbée. Et la tranquillité dans notre univers, c'est la symétrie. Quand elle est rompue, ce qui peut se produire spontanément, comme dans l'effet X, il apparaît des forces et des particules qui n'existeraient pas dans un univers parfaitement équilibré. La charge est peut-être simplement le signe de cette distorsion. Ce n'est pas une essence, c'est le signe que quelque chose quelque part ne va pas. Dans le bon sens, bien sûr. Lorsque nous parlons ici de champ électrique, nous disons en fait « il y a ici une différence par rapport à ce qui se trouve là-bas ». Nous ne mesurons jamais la valeur absolue, seulement le contraste. Il s'avère que l'électricité n'est pas un objet, mais une différence de perception, comme un mirage qui apparaît à la frontière des températures. Il semble réel jusqu'à ce que nous nous en approchions. Imaginez maintenant que l'univers soit parfaitement symétrique, il n'y aurait pas d'électricité du tout. Ni charge, ni champ, ni courant. Tout serait figé dans un équilibre absolu. Ce que nous appelons interaction électrique est un jeu sur la divergence.
pas sur les sens. C'est comme une mélodie qui naît des décalages, sans notes, mais avec un rythme que nous ressentons comme une force. Cela signifie-t-il que l'électricité est un fantôme? Peut-être, oui. Non pas dans le sens où elle n'existe pas, mais dans le sens où son essence n'est pas celle que nous pensions. Ce n'est pas un faisceau d'énergie volant d'un point A à un point B. C'est la conséquence d'une perturbation de l'harmonie du champ, un décalage temporaire, un gonflement local dans la géométrie de l'espace. Et dès que l'équilibre est rétabli, l'électricité disparaît. Et avec elle, toute notre illusion de comprendre son fonctionnement. En fin de compte, l'électricité reste l'une des forces les plus mystérieuses de la nature. Nous observons ses effets, mais nous ne comprenons pas ce qui les sous-tend. La charge est une étiquette sans explication. Le champ électrique est un fantôme que l'on ne peut toucher. Le courant n'est pas directement lié à la vitesse des particules, et les théories fondamentales suggèrent que l'électricité pourrait n'être que la conséquence de symétries plus profondes ou de perturbations de l'équilibre. La science moderne ne fait que masquer les lacunes avec des formules précises, mais la nature de l'électricité reste cachée, et elle est peut-être beaucoup plus étrange que nous ne sommes prêts à l'accepter. Toi, tu es au 33e degré. Je suis, oui, même peut-être... Au-delà. Non, disons, j'ai de divers grades dans divers rites, voilà. À ce moment-là, il y avait 3 cultes à mystère. Mitra, le christianisme, Orphée, les religions à mystère, comme l'on dit. Qu'est-ce que ça veut dire un désordre? Vous avez compris ce que j'ai dit, moi. Hein? Un désordre amène un ordre. Ordo ab chaos. Retenez cette idée, ordo ab chaos. Et on a peur de penser à la nécessité du chaos. Moi, je suis pour les émeutes. C'est tout. C'est tout. La catharsis, quand ça sort, eh bien, du moins, ça ne contamine pas l'ensemble du corps. Et je dirais que, en gros, cette part d'ombre auquel je faisais référence tout à l'heure, moi je dis, et n'ayons pas peur des mots, la part du diable ne peut pas s'éradiquer. Il n'y a pas que la part des anges, hein, il y a aussi la part du diable qu'il est important d'avoir à l'esprit. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive.
2 avril 1982, dans l'océan Atlantique Sud, l'Argentine envahissait les îles Malouines, puis le lendemain, les îles de Géorgie du Sud, au nord de l'Antarctique. Ce qui a eu pour effet de déclencher une guerre contre la Grande-Bretagne, qui gardait ces îles sous son contrôle depuis 1833. Et la réponse britannique ne tarda pas. 3 jours plus tard seulement, la Grande-Bretagne envoya une importante force militaire composée de porte-avions, de navires de guerre, de sous-marins et d'un grand nombre de soldats, pour reprendre ce territoire à l'Argentine. Ce qui déclencha la guerre des Malouines. Cette guerre a duré 74 jours, avec de lourdes pertes en hommes et en matériel des deux côtés, et se termina finalement par la défaite de l'Argentine, les forces britanniques ayant repris le contrôle. Officiellement, cette guerre est considérée comme le résultat de conflits territoriaux de longue date entre ces deux États, qui ont duré plus d'une centaine d'années, jusqu'à nos jours. Mais dans les coulisses, certains chercheurs pensent que même si la mission principale de l'armée argentine était de sécuriser à nouveau le territoire qu'elle considère comme le sien, les Argentins avaient d'autres plans en tête. À savoir l'appropriation et la sécurisation d'une toute petite île. L'île de Thulé. Un endroit très intéressant que les Britanniques ont détenu pendant près de 140 ans. Mais pourquoi cette île était-elle si spéciale ? Eh bien, selon certains chercheurs, une grande quantité d'une substance d'origine inconnue, qui a été surnommée Black Goo, avait été trouvée à cet endroit. Une mystérieuse substance qui se trouvait dans une base souterraine secrète, contrôlée par des extraterrestres. Et cette histoire plus qu'étrange, va nous emmener dans des endroits vraiment inattendus. Bonjour. Bienvenue sur La Vérité est ailleurs. Dans le monde étrange des diverses théories du complot, dont certaines s'avèrent parfois vraies, il existe une histoire très intéressante à propos d'une substance mystérieuse, appelée Black Goo, ce qui veut dire en français « substance gluante noire ». Ce nom a été popularisé par un chercheur nommé Miles Johnson, et c'est aujourd'hui le nom principal de cette théorie du complot très intéressante, qui sous la forme que nous connaissons aujourd'hui, est apparue à la fin des années 80. Et l'île de Thulé, la plus méridionale des îles dites Sandwich du Sud, est peut-être l'un des endroits les plus importants dans cette théorie du complot. Et pour cette histoire, nous avons même deux sources différentes de l'armée argentine et britannique. Selon cette théorie, l'une des principales raisons du début de la guerre aux îles Malouines est précisément cette étrange substance inconnue, lorsque les Britanniques ont découvert qu'une base militaire avait été construite sur l'île de Thulé. Officiellement, il s'agissait d'une station météorologique, mais en réalité, c'était une base militaire active dont les Britanniques avaient découvert l'existence en 1976. Selon diverses sources, cette mystérieuse substance est en fait un liquide noir et épais, présent sur Terre depuis des millions d'années. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Il ne s'agit pas de pétrole. Et toute l'histoire tourne autour d'une prétendue entité démoniaque, qui est accusée d'être à l'origine de nombreux événements paranormaux. L'entité est presque toujours de nature malveillante, et dit d'elle-même qu'elle est une substance noire avec une conscience. Oui, vous avez bien entendu. Une substance intelligente, dotée d'une conscience. Son origine a été considérée comme satanique, ou extraterrestre, ou comme une forme d'intelligence artificielle, selon à qui vous le demandez, avec ses points de vue subjectifs. Et selon cette histoire, il s'agirait en réalité d'une entité malveillante et insidieuse, qui provoque des maladies, rend fou, ou force les gens à commettre toutes sortes d'actes criminels. Autrement dit, elle prend le contrôle de votre esprit et de votre corps, comme un parasite. On dit souvent qu'elle imite l'odeur du soufre, et se déplace toute seule, et elle s'intéresse également activement à la corruption de tous ceux qui l'entourent. Elle serait liée soit à des complots démoniaques, pour conquérir le monde, soit à des extraterrestres négatifs, qui veulent également contrôler ce monde. Certaines théories évoquent également une forme d'intelligence artificielle, ou une arme secrète prétendument utilisée par les Illuminati. Et nous aborderons les liens vers de récentes découvertes scientifiques modernes, dans la deuxième moitié de la vidéo d'aujourd'hui. On dit aussi souvent que cette mystérieuse substance sort de fissures dans le sol, mais il existe également des rapports inquiétants, indiquant qu'elle tombe parfois aussi du ciel. Elle arriverait même sur Terre depuis l'espace, via des météorites. Certains témoins ont même affirmé que cette substance noire se matérialise parfois de nulle part. Ou qu'elle apparaisse, malaise et maladie la suivent. Souvent, lorsqu'elle tombe du ciel, cela provoquerait des maladies animales et humaines. Et si elle échoue sur une plage, elle peut entrer en contact avec la peau des gens et causer des dommages physiques et mentaux. Un exemple de ce phénomène mondial dont beaucoup parlent est celui de cas présumés au Venezuela et du phénomène appelé la mancha negra. Une étrange substance noire qui terrorise les rues de la ville et les habitants de Caracas et qui est apparue pour la première fois en 1986. Depuis son apparition, elle aurait causé de nombreux accidents de voiture et fait des milliers de morts.
Ces morts seraient principalement dues aux routes glissantes, couvertes de cette étrange substance. Qu'il s'agisse d'une fuite de pétrole, d'activités extraterrestres ou d'un sabotage politique, nous qualifierons cela de mystère. Un mystère qui n'est toujours pas résolu, car il n'existe toujours pas d'explication définitive sur ces faits étranges. Depuis toutes ces années, il existe toutefois 2 théories officielles pour décrire la Mancha Negra. Il s'agirait des effets d'un mauvais asphalte, donc des routes mal goudronnées, ou les effets de fuite de pétrole provenant de réserves souterraines. C'est peut-être vrai, mais imaginez s'il s'agissait vraiment d'une sorte de goudron intelligent, doté d'une conscience maléfique, qui apparaît un peu partout sur Terre depuis toutes ces années. Il serait très difficile de le révéler au public, car cela provoquerait une panique de la population. Donc si cette information est vraie, on comprend rapidement pourquoi elle est toujours gardée secrète. Bien sûr, il existe encore d'autres théories qui circulent sur l'origine de cette substance, et toutes ces histoires étranges sont devenues une source d'inspiration pour de nombreux films et séries télé, et depuis les années 90, ce sujet est apparu pour la première fois au grand public, sous la forme d'un liquide mystérieux et inconnu dans la série X-Files, qui est mentionné comme étant une sorte de virus inconnu. Un virus extraterrestre, avec lequel des groupes humains secrets font des expériences. Mais revenons à la guerre des Malouines. Peu de temps après la fin de la guerre, qui s'est officiellement terminée le 14 juin 1982, les Britanniques ont lancé une opération spéciale de 2 jours, nommée Opération Keyhole. Cette opération, effectuée les 19 et 20 juin 1982, visait à reprendre l'île de Thulé, la plus méridionale des îles Sandwich du Sud. Cette toute petite île est située à l'extrême sud de l'océan Atlantique, à une distance presque égale entre l'Argentine et l'Antarctique. Mais comme vous pouvez le constater, les Britanniques, qui se trouvent à plus de 8000 km de là, voulaient absolument reprendre le contrôle de cette île spécifique. Intéressant. 3 navires, 6 hélicoptères et 2 escadrons de soldats furent chargés de sécuriser cette île et d'expulser les Argentins qui s'y trouvaient encore et avaient leur propre base. Et c'est cette histoire étrange, à laquelle nous allons maintenant nous intéresser, selon un témoignage qui a été partagé publiquement sur Internet. Il s'agit d'un ancien membre du corps du génie royal et un vétéran de la guerre des Malouines, un soldat se faisant appeler John, qui affirme avoir participé à cette étrange opération. Vous pouvez visionner l'intégralité de son témoignage dans cette vidéo YouTube, mais j'ai retenu pour vous les éléments les plus intéressants. Ce témoin, qui a révélé ces informations en 2017, est donc un soldat britannique de l'époque qui participait aux opérations et affirme qu'à leur arrivée sur cette île, ils ont dû affronter des conditions météorologiques extrêmes, avec des températures de l'air atteignant -20 degrés, et avec des vents très forts. Arrivés sur place, ils ont trouvé un groupe d'une dizaine de personnes, dont 3 avaient un accent américain. Il a donc pensé qu'il s'agissait bien d'Américains. Ce groupe de personnes se trouvait dans une base militaire appelée Corbeta Uruguay, une base établie par les forces armées argentines en 1976, sur l'île de Thulé, qui ressemblait à ceci à l'époque et qui ressemble maintenant à cela aujourd'hui. Car après l'évacuation de l'île, la base a été en grande partie démolie par les Britanniques. On comprend donc alors vite pourquoi cet homme affirme avoir fait partie d'une unité chargée de sécuriser l'ouverture d'une grotte située juste à proximité. En entrant dans cette grotte, il réalisa qu'il s'agissait d'une immense base souterraine, dotée d'une grande entrée, où l'on pouvait, selon lui, garer plusieurs voitures. En entrant, son unité vit des parois de glace, qui semblaient avoir été sculptées, et le sol était également fait de glace, avec des sillons qui empêchaient de glisser. Celui-ci semblait avoir été fabriqué artificiellement, et la glace était d'une couleur bleuâtre. Même s'il faisait très froid dehors, et que la température était descendue à -20 degrés, avec des vents très forts, ils ont remarqué qu'à l'intérieur de la grotte, il faisait encore beaucoup plus froid. C'était comme s'il y avait un système de refroidissement supplémentaire, qui reflétait des températures encore plus basses que celles de l'extérieur. Et John affirme qu'ils ont eu beaucoup de mal à marcher à l'intérieur de cette grotte, car il faisait tellement froid, que leurs poumons leur faisaient mal quand ils respiraient. Mais le plus intéressant dans son témoignage, c'est ce que cet homme et son unité ont réellement trouvé dans cette grotte, apparemment artificielle. À l'intérieur, ils ont trouvé une quarantaine de conteneurs inhabituels. Ces conteneurs, mesurés environ 1 mètre de haut, étaient de la même couleur bleutée que les parois de la grotte, et ils étaient tous reliés entre eux. Il a dit qu'ils n'étaient pas reliés par des tuyaux, mais plutôt par un système d'accrochage inhabituel, qui les reliait les uns aux autres, un peu comme une sorte de puzzle. C'était la description la plus proche qu'il a pu trouver. Ils n'étaient pas faits de métal, ni d'un autre matériau similaire, mais plutôt de ce qu'il a pensé être une sorte de plastique. En tout cas, en apparence, car son unité n'était chargée que de la sécurisation du site, et on ne lui a pas expliqué de quoi il s'agissait exactement. Ils ont donc spéculé entre eux qu'il pouvait s'agir d'une sorte de réservoir de pétrole. Mais c'était très étrange, car ils n'avaient jamais rien vu de tel. Et pourquoi ces supposés réservoirs de pétrole, de forme très inhabituelle, seraient-ils situés dans une grotte artificielle, où il faisait encore plus froid qu'à l'extérieur? Cela n'avait aucun sens. Plus tard, une autre équipe est arrivée sur place et a commencé à transporter ces conteneurs sur des camions semi-chenillés qui se sont ensuite dirigés vers leur navire. L'ensemble de la procédure de transport et d'embarquement a pris plusieurs heures.
Et c'est là que dans cette histoire d'aujourd'hui, intervient un détail clé. Car John affirme qu'un de ses collègues a réussi à ouvrir l'un de ces étranges conteneurs pour y jeter un coup d'œil. Il a prétendu avoir vu un liquide épais noir qui a commencé à changer de forme lorsqu'on l'observait. Cette mystérieuse substance semblait être consciente qu'elle était observée et réagissait à l'observateur en commençant à s'approcher. Mais cet homme n'est apparemment pas resté assez longtemps pour voir ce qui allait se passer. Car il a bien sûr rapidement recellé ce conteneur. Une quarantaine de conteneurs ont donc ensuite été chargés sur leur navire et expédiés en Grande-Bretagne, puis John et ses collègues ont suivi les procédures standards que vous avez souvent entendues. Vous n'avez rien vu et rien ne s'est passé. Et quand ils ont quitté l'île, les Britanniques et les individus qu'ils pensaient être des Américains ont miné la base militaire et ont tout fait exploser. Ce qui, à en juger par ces photos, est ce qui s'est réellement passé. Des années après cet incident, des gens de l'armée de l'air argentine se sont manifestés pour en parler au chercheur ufologue et spécialiste en exopolitique, David Griffin. Ce dernier a déclaré que de 1976 jusqu'au déclenchement de la guerre des Malouines en 1982, il avait eu le sentiment que des forces invisibles, ou certains individus, orientaient des politiques étrangères obscures. Et il a estimé que l'Argentine, mais aussi la Grande-Bretagne, étaient parfaitement conscients de la dimension extraterrestre de cette base souterraine. Avant leur arrivée à cette base opérationnelle, les Britanniques ont bombardé l'île pour y déloger les forces spéciales argentines. Après avoir récupéré les mystérieux conteneurs, ils ont également détruit cette installation extraterrestre souterraine, qui était exploitée, semble-t-il, par des êtres à la peau bleue, depuis la Première Guerre mondiale. Et ces êtres étranges travaillaient sur ce mélange noir, à l'intérieur de cette grotte, dont le froid intense qui y était maintenu, était donc absolument nécessaire. Car seules ces températures extrêmement basses semblaient neutraliser cette mystérieuse substance goudronneuse dotée d'une conscience maléfique. En fait, ces êtres essayaient de trouver un moyen de la désactiver définitivement, car elle pouvait devenir une arme extrêmement dangereuse, et pouvait détruire toute vie biologique sur cette planète. Mais toutes ces incroyables affirmations sont-elles exactes? Jusqu'à présent, on ne connaît qu'un seul témoin, qui affirme avoir personnellement participé à ces événements sur l'île de Thulé. Il s'agit donc d'un ancien soldat, qui aurait participé à ces opérations militaires secrètes. Bien sûr, nous ne pouvons pas le vérifier, mais étrangement, il est intéressant de noter que parmi les nombreux documents relatifs à la guerre des Malouines, seuls ceux concernant les activités sur l'île de Thulé sont restés classifiés. Des documents qui auraient dû être rendus publics il y a plusieurs années déjà. Et une dimension supplémentaire s'ajoute à cette théorie du complot, certes très inhabituelle, selon laquelle une entité extraterrestre, sûrement liée à cette mystérieuse substance, résiderait également en Antarctique. Il est intéressant de noter que l'île de Thulé est très proche de l'Antarctique. Et comme vous le savez, l'Antarctique est un continent très mystérieux, un territoire interdit, où des événements très étranges s'y déroulent régulièrement. Ce qui est sûr, c'est que si les Britanniques ont réellement mis la main sur une telle substance sur l'île de Thulé, ils ont dû rapidement la rapporter en Grande-Bretagne. Et ils ont probablement dû commencer à travailler dessus en faisant des recherches. Ce genre de recherche secrète a certainement dû être mené pendant des années par une société britannique, appelée Marconi. Il est certain qu'à l'époque, cette société travaillait également sur des documents classifiés, comme c'est le cas aujourd'hui. Après la guerre des Malouines et les histoires de l'île de Thulé, des événements très sombres ont commencé à se produire. Entre 1982 et 1990, pas moins de 20 scientifiques, ayant travaillé sur des projets ultra secrets, au sein de cette société, ont péri dans des circonstances très étranges. Il y a également eu plusieurs décès suspects de scientifiques en Allemagne de l'Ouest, qui étaient également liés à ces programmes. Un scientifique a été tué par une bombe placée dans sa voiture. Plus étrange encore, plusieurs scientifiques ayant des liens similaires avec ces programmes en Italie, en Suède et ailleurs, sont également décédés dans des circonstances suspectes. Il est vraiment étrange que tant de scientifiques meurent soudainement dans des accidents, ou se seraient suicidés. Des événements très suspects, que certains associent à ceux de l'île de Thulé. De cette seule histoire, il y a deux possibilités. Soit les expériences ont mal tourné, et cette entité extraterrestre s'est échappée du laboratoire en infectant toutes ces personnes, ce qui aurait influencé leur esprit. Ou bien sûr, quelqu'un les a tués pour essayer d'arrêter ces programmes, ou de mettre la main sur cette mystérieuse substance. Quoi qu'il en soit, la mort soudaine de dizaines de scientifiques, dans des circonstances aussi étranges, est pour le moins très inhabituelle. Comme pour d'autres technologies que l'on pense être le résultat de la rétro-ingénierie de technologies extraterrestres, certains pensent qu'un phénomène similaire s'est produit avec cette substance gluante noire, connue sous le nom de Black Goo. Et que de nombreuses innovations scientifiques de ces dernières années sont en fait le fruit d'études de ce genre. Le dernier exemple en date est celui de scientifiques de Harvard qui ont récemment mis au point ce qu'on appelle des liquides intelligents. Des métamatériaux programmables. Cela peut paraître complètement fou, mais c'est bien réel. Nous avons même maintenant un nom pour ces liquides programmables. Je parle bien sûr des nanotechnologies qui prennent de plus en plus d'ampleur ces dernières années. Des substances intelligentes, des métamatériaux synthétiques issus des nanotechnologies et qui fonctionnent grâce à l'intelligence artificielle. Des matériaux métamorphes
qui résolvent des problèmes complexes. Les applications sont innombrables, comme en médecine, où l'on pourrait par exemple modifier et programmer le cerveau des êtres vivants. Et bien sûr, cela va jusqu'à la diffusion d'armes biologiques. Et il existe même des termes comme « the Grey Goo ». Il s'agit du scénario hypothétique d'une catastrophe biologique. Une substance intelligente s'échappe d'un laboratoire et se répand dans la nature. Une intelligence artificielle autoréplicante diffuse des nanotechnologies intelligentes qui s'infiltrent dans notre écosystème et on se retrouve complètement impuissant face à cette menace. Ce scénario est vraiment très inquiétant. Des innovations vraiment étranges se produisent donc dans le monde de la science et de la technologie qui ont été créées il y a seulement quelques années. Des choses inimaginables il y a encore peu de temps et qui semblent se diriger vers une sorte d'unification avec l'intelligence artificielle. Car d'après toutes ces histoires, le Black Goo semble précisément être cette intelligence artificielle sous forme de nanotechnologie, adaptable à toutes sortes de choses inimaginables. Bien sûr, personne ne sait avec certitude si une telle chose existe réellement, ni d'où elle vient. S'agit-il d'une substance d'origine naturelle, qui se propagerait dans l'univers pour arriver sur des planètes, de diverses manières, et qui serait une source de destruction? Mais peut-être est-ce même la cause de la création, c'est-à-dire de l'évolution, ou bien s'agit-il d'un produit différent, ayant les mêmes fonctions? Ce sont des idées très intéressantes. Je vous parle de choses matérielles réelles, et vous voyez qu'aujourd'hui, il existe déjà officiellement des choses très similaires. Personnellement, je penche plutôt pour l'explication selon laquelle quelqu'un a réellement créé ce problème. S'agit-il d'une sorte d'invasion extraterrestre, une colonisation de la planète, comme cela se produit parfois dans certains films ou séries? Bon d'accord, je me suis peut-être un peu laissé emporter. Mais cela pourrait vraiment être une technologie venant d'une civilisation très avancée. Car si quelqu'un voulait vraiment nous éradiquer délibérément de la planète Terre, ou si quelqu'un voulait utiliser ce genre de technologie pour créer ou même faire évoluer des êtres existants, je pense qu'il utiliserait exactement ce genre de méthode et de technologie avec ce même genre de substance. Imaginez une nanotechnologie intelligente capable d'atteindre n'importe quel endroit. Vous agirez au niveau moléculaire et atomique, vous pouvez modifier l'ADN ou modifier le cerveau des êtres vivants. En fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous voulez une arme, la destruction est possible. Vous voulez créer, c'est possible. Tout dépend de la façon dont vous programmez l'ADN. L'idée que nous ayons atteint ce seuil aujourd'hui est vraiment terrifiant. Nous avons même franchi le seuil de l'utilisation de ce type de technologie. Et nombreux sont ceux qui pensent qu'il s'agit d'un autre élément développé par rétro-ingénierie, venant d'une technologie extraterrestre. De nombreuses séries et films se sont donc inspirés d'histoires et d'événements comme celui-ci, une étrange substance noire intelligente. Dans la célèbre série X-Files, on se souvient du virus extraterrestre, qui vivait dans des gisements de pétrole souterrains et était conscient. Il infectait les humains par les yeux, la bouche, le nez et les oreilles, et pouvait prendre le contrôle total du corps, dans le but de promouvoir leur espèce, en modifiant l'ADN de la personne infectée. Et les fans des films aliens se sont souvenus de la célèbre substance noire, dans le film Prometheus, de Ridley Scott, la mystérieuse substance responsable de la création des xénomorphes mortels. Pour moi, ce liquide noir est une sorte de mutagène. Selon la dose et la nature de l'hôte infecté, cela en fait un élément expérimental très variable et aléatoire, qui devient ingérable. Même une seule petite goutte de cette substance dans le corps d'un être humain peut déjà avoir des conséquences graves sur l'organisme, comme la démence. Vous savez que les films nous présentent souvent de nouveaux faits et de nouvelles technologies qui dans un premier temps paraissent impossibles, mais qui finissent toujours par devenir réalité. Oui, ce film Prometheus, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, est très intéressant car il est un exemple parfait de l'utilisation de telles substances. Depuis la destruction jusqu'à la création d'une nouvelle vie au niveau moléculaire sur une planète particulière. Comme dans cette scène où l'un de ces extraterrestres se sacrifie en buvant ce type de substance afin de déclencher des processus évolutifs dans la nature de cette manière. Cette même substance peut donc entraîner un génocide et une destruction massive, pouvant anéantir des populations entières sur une planète, selon la façon dont cette substance intelligente est programmée. Vous pouvez accélérer l'évolution, l'arrêter, la modifier, ou tout ce qui vous vient à l'esprit. Et l'histoire de cet agent pathogène noir s'intègre parfaitement dans tous ces scénarios. Grâce à de telles substances, vous pouvez réaliser des créations biologiques incroyables et nouvelles, mais vous pouvez aussi bien sûr les utiliser comme des armes biologiques extrêmement destructrices. Eh bien, un peu plus de 40 ans se sont écoulés depuis ces événements présumés sur l'île de Thulé, et des scènes comme celle-ci, tirées du film Prometheus. Eh bien, je suis un peu inquiet, car si nous avons vraiment des choses comme ça aujourd'hui, que se passera-t-il dans les 40 prochaines années? Il est déjà inquiétant de voir que l'on pourrait utiliser ce type de technologie en médecine, car c'est là qu'elle serait le plus mise en avant. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est sa possible utilisation à des fins néfastes, comme l'armement. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, l'intelligence artificielle serait sur le point de développer sa propre conscience.
Et cela pourrait même arriver très vite, dans quelques années seulement, selon de nombreux experts. Je rappelle qu'en moins de 150 ans, nous sommes passés de la bougie, du cheval et de la charrette, à l'électricité, puis aux ordinateurs quantiques, et à la nanotechnologie intelligente, ouvrant des perspectives inimaginables. Je pense que beaucoup de gens ne sont même pas conscients du fait qu'il ne s'agit pas d'un saut normal dans le développement naturel de la technologie humaine, sur une période de temps aussi courte. Parce qu'il faut être réaliste, notre monde moderne, avec toutes ces technologies incroyables, n'a pas vu le jour au cours des 100 dernières années, mais en moins de 40 ans. Mais alors, d'où viennent toutes ces choses ? Eh bien, des lanceurs d'alerte se sont exprimés haut et fort sur ce sujet depuis longtemps. Ces technologies n'étaient pas les nôtres, et l'histoire de l'île de Thulé, comme toutes les choses étranges qui se passent dans le désert froid de l'Antarctique, n'est qu'une petite partie d'une mosaïque de l'histoire et des événements du passé dont nous commençons seulement à percer le mystère. Et pour conclure cette vidéo, une petite info intéressante sur une découverte très étrange qui a eu lieu récemment. Une découverte aussi troublante que fascinante, qui a de nouveau enflammé l'imagination des fans des films Aliens et de la série X-Files. En effet, une étrange boue noire, d'apparence semblable à du goudron, a été découverte sur un navire de recherche qui a accosté à Cleveland, dans l'Ohio. L'histoire a commencé à l'automne dernier, sur le lac Erie, lorsque le navire Blue Heron a subi des problèmes mécaniques et qu'il a été retiré de l'eau pour une inspection à sec. Et c'est à ce moment-là que le capitaine remarqua qu'une étrange substance noire et visqueuse suintait de la gouverne de direction, ce qui serait passé inaperçu sans l'inspection approfondie. Intrigué, il a demandé l'aide de scientifiques de l'université du Minnesota. La première chose qui a attiré l'attention des enquêteurs est que la substance ne laissait pas d'éclat sur l'eau et ne brûlait pas lorsqu'elle était incendiée. Après les tests, l'équipe a détecté environ 20 séquences d'ADN, dont la plupart d'entre elles correspondaient à des micro-organismes connus, mais d'autres se sont avérées beaucoup plus énigmatiques. Et l'une d'entre elles était une séquence ADN complètement nouvelle et inconnue des scientifiques. Pour l'instant, ce mystérieux organisme unicellulaire a reçu le nom provisoire de Chibgouin. Pourrait-il s'agir d'un ADN d'origine extraterrestre? C'est bien sûr la question que vous vous posez, car vous êtes sur La Vérité est ailleurs, un endroit où la vérité semble parfois plus étrange que la fiction. À bientôt.